le monde est prêt? Branché, attaché, attelé? Il reste quelques chaises, hein? Pour ceux qui sont à l'arrière, n'hésitez pas. Premièrement, je dois dire bravo. J'aime ça des gens qui sont des gens d'action. Alors, c'est super d'entendre ce qui se passe là. Et je dois avouer que la ville de Québec fait honte un peu à la ville de Montréal. Moi, je suis à Montréal, puis je vois ce qui se passe ici, je me dis, Montréal traîne de la patte vraiment fort à développer des projets comme ça de forêt nourricière. C'est de valeur, mais c'est bon qu'il y ait un peu de compétition entre les villes. Continue, Caroline, puis je pense que tu vas inciter la ville à dire, coudonc, comment ça se fait que Québec fait mieux que nous autres? Est-ce qu'il y en a ici qui sont jardiniers? OK. Il y en a-tu qui sont producteurs agricoles ou agriculteurs temps partiel? Ah, bravo. Quelques étudiants, hein? OK. Est-ce qu'il y en a qui voudraient l'être? Soit jardinier ou agriculteur? Bon. Un mélange. Je ne suis pas ici pour changer votre façon de faire. Parce que je sais qu'en agriculture, vous m'entendez comme il faut à l'arrière? En agriculture, c'est bien assez difficile d'atteindre une certaine rentabilité. Et si vous l'avez, changez pas ce que vous faites. Ajoutez si vous voulez essayer d'autres, mais changez pas ce que vous faites présentement. J'aime ça de pouvoir dire que quand je demande au MAPAC de m'aider dans les démarches que je fais pour développer un peu plus les idées d'un verger qui est diversifié, tout ça, ils me répondent, ça ne servira pas à personne, c'est pas dans nos volets. Puis là, les compagnies cosmétiques, Lush, viennent me voir, puis ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ouais, ça fait tout un monde quand les cosmétiques, ils sont intéressés à appuyer les essais, les expériences qu'on fait, puis le MAPAC, eux autres, ils disent non, c'est pas applicable. Alors, un peu honte à eux. Si par hasard, ça serait dans votre futur, ceux qui voudraient faire une chose un peu semblable, mais vous êtes à la bonne place. Comment est-ce que c'est différent, le verger? Alors, je vais vous situer un petit peu. Par design, c'est ça l'idée. Qui a entendu parler de la permaculture ici? OK. Pour qui permaculture, c'est nouveau? OK, bon. Vous êtes à la bonne place, faites-vous-en pas. Est-ce qu'il y en a qui se demandent pourquoi je suis venu ici? Tu n'avez pas besoin de lever la main, là. Martin, tais-toi. Mais dites-vous, là, c'est pas grave. Même si vous demandez peut-être, je ne suis pas sûr que je fais à la bonne place ce soir, là, il y a toujours quelque chose. On ne sait jamais c'est quoi, là, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut entendre. Puis hop, bing, c'est juste l'étincelle qui vous fait commencer, entamer, désirer changer d'une façon quelconque. As-tu répondu? Non. C'est différent par une... Martin, c'est quoi polyculture? Peux-tu l'expliquer? La culture, ben, c'est l'opposé de monoculture, la culture de plusieurs végétaux dans le même espace. Exact. C'est ça. Plusieurs espèces dans un même espace. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est peut-être la grande majorité de mes voisins. La ferme, toutes les fermes autour de moi, tous mes voisins, la moyenne, c'est à peu près 900 arbres de culture. Alors, moi, je fais un petit teint poste là, sur le paysage. C'est différent parce que des solutions, c'est basé sur des solutions, sont là, et une fois qu'ils sont intégrés, les solutions, ils font le travail pendant longtemps. Si on conçoit le système tout de suite avec une solution, si c'est réglé, c'est réglé. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Les solutions durent à long terme aussi. Une nichoir, si je pose ça, c'est pas permanent pour toujours, mais c'est 15 à 20 ans. Alors, 15 à 20 ans, je pourrais dire qu'en moyenne, même si c'est juste une année sur deux, il va y avoir
au moins 7 à 10 nichés dans ce nichoir-là. 7 à 10 nichés, minimum 3 petits oisillons, 30 oiseaux produits par un nichoir. Jamais mettre un nichoir, juste un petit peu, toujours 2. Minimum. Bien, toujours en paire, parce que les oiseaux ne prendront pas un nichoir. Ils vont toujours le prendre, le territoire, s'il y a 2 sites pour nicher. Juste une petite leçon de biologiste. Différent en info versus intrant. J'ai fait la route biologique, j'étais bio, puis c'est quand même des intrants. Alors, des intrants, on peut le mettre 1 fois, 2 fois, 5 fois. Il y a des années que ça peut être 30 fois par saison. Tandis que l'information, si on change par design, on le fait 1 fois pour la vie du verger. Alors, ça, c'est intéressant de faire quelque chose. Différent par la biodiversité, alors pas juste en culture, comme Martin disait, plusieurs cultures, mais aussi différent toute la vie. Quand on dit bio, bio c'est la vie. Bios, biosphère, biologique. L'idée c'est, moi j'aime ça appeler ça des alliés. Est-ce qu'il y en a qui pourraient définir c'est quoi un allié? Gabriel? Quelqu'un qui t'aide dans Ouais. la démarche. Absolument, ils t'aident. Puis la merveille des alliés naturels, c'est que tu n'as même pas à les payer. Ils t'aident, puis pour eux, c'est un plaisir. Ils le font gratuitement, puis ils le font des fois même sur 2 chiffres. Il y a le chiffre de jour, puis il y a le chiffre de nuit. Alors, si tu le planifies comme il faut, ils travaillent jour et nuit, sans relâche, puis toi, tu peux te reposer pas mal plus. Alors, c'est ça l'idée. Que ce soit pour fertiliser, et ça, c'était dans notre cours qu'on avait fait dans la baie des Chaleurs. On avait déterré des racines d'aulne. Un aulne, c'est un fixateur d'azote. Et c'était assez étonnant de voir la nodulation qui se fait dans ces racines-là. Vraiment merveilleux. Ça peut être par la tonte, ça peut être par le contrôle des insectes, quand ce soit par les oiseaux. Et ça, ces insectes-là, j'aimerais ça qu'il y en ait vraiment cette grandeur-là. C'est vraiment les insectes les plus utiles qu'on peut avoir dans le verger. Est-ce qu'il y en a que ça les dérange, ces bestioles-là? Gênez-vous pas. Personne, ça les dérange. Tout le monde les veut? C'est déjà arrivé que ça me dérange. OK. Pique. C'est pas... Moi aussi, je me suis fait piquer. Que ça te dérange, c'est normal, mais c'est quelque chose à confronter un peu de la peur de ça ou le mépris de ces insectes-là. Parce que moi, je dis c'est des meutes de loups. Quand on a un nid puis on a 10 000 guêpes dans un nid, c'est une méchante meute de loups. Puis eux, c'est féroce sur les chenilles. C'est le prédateur numéro 1 des chenilles. Quand on en a, les chenilles, c'est plus du tout un problème. Alors, c'est vraiment merveilleux d'avoir ça. On travaille avec la nature, pas contre elle. Ça semble logique. Différent par la mise en marché. On fonctionne comme les Costco. Les gens s'inscrivent comme membres, puis là, ils viennent cueillir. Par date de cueillette, alors on prend la même idée de ce qu'on avait, un verger avec des rangées d'une certaine date, mais au lieu de ce qu'on avait toutes la même sorte ou les clones pareils de pommes, là, on a plusieurs espèces, plusieurs cultivars, même dans la même rangée, mais c'est tout cueilli par date de récolte. On va vous en parler un peu plus. Comment est-ce que ça peut être au-delà du bio? Bien, ça, quand on était bio, ça, c'était le verger. Et c'est quand même assez diversifié. Il y a des pommes, ça, c'est à vous de dire des rangées de 110 pommiers de la même chose, 4 rangées de la même chose. Il y a des pommes, puis il y a de l'herbe. C'est quand même pas mal diversifié, hein? C'est quasiment polyculture, ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça peut fonctionner au point de vue économique et au point de vue agricole, avec quand même beaucoup de travail, mais ça ne fonctionnait pas vraiment assez comme un écosystème. C'était trop simple. Si vous regardez un écosystème dans la nature, même s'il y a des arbres, si vous ne faites rien, c'est pas long, il va y avoir des arbustes, il va y avoir des plantes en dessous, sans rien faire. Mais ici, il y a des arbres,
puis il y a de la pelouse. Un peu trop simple. C'est ça qui arrive. C'est que les structures ou les habitats ne sont pas là comme ils pourraient être. C'est pas un système qui est vraiment fonctionnel. Essayez de diversifier les moutons. Si vous voulez juste faire des pommes, trouvez-vous des moutons. Parce que ça, c'est quand même le plus près que vous pouvez atteindre d'un système qui fonctionne beaucoup mieux. Parce que s'il y a une pomme qui tombe, elle ne traîne pas. Les moutons, eux, ils étaient habitués par le son. S'ils étaient couchés, puis ils entendaient boum. Une pomme qui tombait, il y en avait 2, 3 qui se levaient. Là, est-ce que j'ai entendu ça? Puis là, tu les entendais. Ça sent pas mauvais, mais ça sent. Ils cherchent à sentir, donc ils ne regardent pas pour la pomme, ils sentent pour la pomme. Puis là, ils reniflaient. Là, tout d'un coup, il y en avait 3 qui allaient dans la direction, puis il y en a un qui levait la tête. Les autres disaient, ah, non, OK, pouf, ils se recouchaient. Ils continuaient de mastiquer. Celle qui avait trouvé la pomme, croquait, c'était fini. Mais une pomme ne traîne pas. Réalisez, quand ça tombe, puis elle mangeait tout de suite, ça ne traîne pas. Donc, un insecte, ces années-là, à un moment donné, je voulais montrer à un de mes stagiaires, c'est quoi une mouche de pomme? J'ai pas pu trouver une mouche de pomme. C'est fantastique. C'est des parasites achalants, mais le fait qu'ils nettoient tellement bien le verger, ça devient presque inexistant comme insecte ravageur. Alors, pour certaines choses, ça fonctionnait bien. On doit dire que ça fonctionne si on veut juste faire des arbres et de l'herbe. Parce que vous voyez, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a pas d'arbustes qui vont pousser là-dedans. Donc, il faut choisir ce qu'on veut faire. Ça fait du beau mouton. Puis de valeur, je m'excuse pour ceux qui sont végétariens ou véganes, là, mais des moutons élevés en verger, là, des agneaux, c'est dur à battre. C'est vraiment dur à battre. Même mon boucher me chicanait. Il disait, Stéphane, arrête de nourrir tes moutons autant. Je dis, je ne les nourris pas. Mais voyons donc. Il dit, on coupe là ça de gras. Je ne nourris pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ils sont en liberté dans le verger. Là. On les déplace à tous les 2 jours. Ils ont de l'herbe à volonté. Puis une journée sur 2, ils ont des pommes à volonté. Il dit, ça engraisse les moutons, en tout cas. Bon, c'est beau. Il faut manger du gras. N'ayez pas peur de manger du gras animal. Ah, j'en pas là-dedans. La monoculture à grande échelle, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner économiquement, ça fonctionne dans un contexte avec les supports, puis les subventions, puis tout le reste. Mais ce n'est pas un écosystème qui fonctionne. Donc, au point de vue biologique, ça fait pas tellement de l'allure. Quelques observations. La première, là, c'est que, je ne sais pas si vous êtes déjà installé à terre, là, comme ça, puis juste regarder cette merveilleuse plante-là. S'il y en a qui reconnaissent ça? Ah, c'est merveilleux, c'est vraiment incroyable. Si vous avez déjà vu les graines partir au vent, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, la nature, c'est vraiment bien fait. On ne peut pas améliorer ce que la nature fait. Donc, pourquoi essayer de se battre contre elle puis d'essayer de faire mieux? On ne peut pas faire mieux. On peut, par exemple, voir qu'elle a aussi passé l'épreuve du temps. Oui, on a eu toutes sortes d'affaires, mais la nature continue. Et vous voyez, notre verger, après 7 ans, ça pousse assez bien. Alors, c'est ça qui arrive dans le sud du Québec. Vous voyez, c'est les arbres, ça pousse bien. Donc, on peut imiter la nature. C'est pas la copier mot pour mot, mais c'est imiter, comprendre comment elle fonctionne, puis fonctionner de la même façon. Essayez d'imiter. S'il y a des arbres puis il y a des arbustes, ben, je me dis, on ne se casse pas la tête. Là. Si la nature le fait comme ça, pourquoi que nous, on essaie d'enlever un élément? On fait des arbres et des arbustes. S'il y a d'autres plantes à terre, ben, on fait des plantes à terre. Je veux dire, on ne réinvente pas la roue.
tuer, c'est pas la solution. Oui, on veut toutes les tuer. Mais tout, ça veut dire, d'habitude, c'est le 1% qui est ciblé. Dans presque tous les cas, quand il y a des arrosages, des pulvérisations, c'est le 1%, il y a un insecte sur 100, une espèce sur 100 qui cause quelque chose. Et on cible ça, mais il y a 99% qui sont innocents, puis ils passent au cash aussi. Alors, c'est pas une solution pour moi qui est tellement intelligente. Ça, c'est pesticide. Fongicide, c'est la même chose. Moi, j'ai vu, quand on a pris en charge le verger et on a arrêté d'arroser, il y avait une maladie qu'on avait sur un arbre sur 2. C'était le chancre nectarien. Le chancre, c'est un fongicide, c'est un champignon, merci, c'est un fungus. Et quand on arrête de tuer les champignons, bien, il y a des champignons qui bouffent d'autres champignons. Il y a des choses qui se passent qui fait que graduellement, le chancre est disparu complètement. On arrête de les tuer. Les choses se règlent, ils se placent. Et la même chose des herbicides. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé, je ne vous demanderai pas de me répondre, mais il y en a qui ont déjà essayé d'éliminer peut-être le pissenlit. C'est un travail à répéter tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tuer le messager. Le messager il dit « Hey, ton sol, là, il est un peu trop compact. Il manque du calcium. Il est un peu acidifié. Je viens le réparer. Arrache-moi ça, puis tue ça, puis enlève ça. » Puis là, cette plante-là dit « Envoie la deuxième vague! » OK, là, les graines viennent de je sais pas où, mais ils viennent. Puis ils s'installent. On va essayer de nouveau, parce qu'il faut qu'on répare la situation. Ah, ces maudites plantes-là, puis on les arrache. Là, on n'utilise pas d'herbicide, nous autres, on les arrache à main. Ou on les arrache avec un outil. Envoie la deuxième vague! Troisième vague! Quatrième vague! Comprenez? Aussi longtemps que vous le faites, il va y avoir d'autres vagues parce que le travail n'est pas fini. Là, vous ne voyez pas le verger quand on l'a acheté. C'était assez spécial qu'on pouvait se pencher comme ça. Savez-vous quelle couleur qu'on voyait au printemps? Jaune. On ne voyait même pas vert. C'était jaune. Et on n'a rien fait pour éliminer le pissenlit. Puis je me souviens une fois, j'ai vu 2 oies se battre pour une racine de pissenlit. C'était là, j'ai dit, « Hey, il y en a tellement peu qui se battent pour une racine. Pourtant, j'ai rien fait. » Bien, j'ai fait une chose, c'est que j'ai donné à la plante la chance de faire ce pourquoi elle était envoyée. Puis elle a réparé le problème. Les choses se sont réglées, puis là, elle est presque disparue. Elle disparaîtra jamais en entier 100%, mais elle a disparu. Là, c'est comme, oh, il y a un petit spot jaune là-bas. OK, wow, c'est beau. Comprenez? Alors, des fois, c'est juste de donner la chance. Les gens demandent mieux, ils s'informent plus. Ils sont informés maintenant. Alors, il est temps de retourner à un modèle qui est plus en harmonie. Je dirais que oui, je pense que le modèle qu'on a commencé, il est beaucoup plus harmonieux que ce qu'on avait avant. En tout cas, ça, c'est ça. Juste vous donner... Hey, il y en a du stock. Je n'ai même pas commencé. OK. Bref, historique, le lieu, on est là. Ben, nous, on est là, carrément, là, dans le petit raccoin au Québec. C'est où ça? Ben, Montréal, sud-ouest de Montréal, l'État de New York. Alors, on est dans le coin-coin, là. Personne vient là. C'est le fun. Ben, les gens ils disent « Hey, c'est tout un coin. » C'est ça, c'est un coin. On est dans la zone banane un peu, là, zone 5. Nous, c'est un tout petit endroit, là, c'est 5 hectares, bordé d'une haie tout le tour. 2 côtés, on est bordé d'un pit de sable et gravier, donc on a un lac sur 2 côtés qui s'agrandit à chaque année, c'est merveilleux. Pas beaucoup d'insectes qui affectent le verger, qui aiment hiverner dans le fond du lac.
il n'y en a pas. Alors ça, c'est toujours bien. Nos voisins, comme je dis, c'est toute la grande culture. Et un bloc le plus vieux qu'on a installé, un deuxième ici, un troisième là. Et là, il nous reste un petit peu de place encore pour agrandir, pour en faire encore plus. On a acheté 92. Hey, le temps passe vite, hein? Je ne vois pas quelqu'un grisonner autant que moi, là, mais je peux vous dire que ça passe vite. Alors, mettez-vous au travail, parce que ça va vite. Il y avait 4000 pommiers nains sur 5 hectares. Ouais. Mon fils, qui est plus grand que moi, ça ne prend pas de temps. Ça pousse plus vite que des arbres, des fois. Commencer avec une transition bio. Moi, je pensais, hey, j'ai rentré là-dedans, biologiste et architecte de paysage. C'était le fun de faire des plans, mais de gérer et d'entretenir ce qui était suggéré, c'était pas quelque chose que je faisais. Alors, je dis, là, c'est une chose de suggérer aux gens puis de dire quoi faire, mais c'est une autre chose de savoir comment le faire. Alors, moi, je voulais plus me mettre les mains dans la terre, mais j'avais jamais fait ça des fruitiers. Je connaissais pas ça. Lily, toi, tu connais ça, mais moi, rien. Je pensais que transition bio, ça voulait dire qu'on arrête de tout arroser. Et c'était ce que j'ai fait. Qui fait que 2 ans après, de 4000, on était en dessous de 3000 arbres. Alors, c'est une belle façon de perdre son investissement. Certifié bio pour quelques années, et depuis, on n'est pas certifié, mais on entretient les standards bio. On a eu une année, là, il fallait décider qu'est-ce qu'on faisait à un moment donné, mais un de mes stagiaires, Jean-François, il voulait partir un verger. Alors, j'ai suggéré, c'était un de mes étudiants, j'ai suggéré de débuter une pépinière, puis on allait se partager les arbres. Alors lui, après quelques années, il y avait des arbres pour faire tout son verger. Les arbres étaient prêts 2 ans après, puis là, ils ont tous été mangés dans l'hiver. OK, on recommence. En 2004, ils étaient prêts l'année d'après, et ils ont tous été mangés l'hiver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Hein? C'est quoi qu'ils disent la définition de insanity? C'est la folie. C'est de continuer à faire chose, puis espérer un résultat différent. Ils ont été mangés par quoi? Une année, c'était les mulots, puis une autre année, c'était un lapin. Un lapin. Un lapin. D'une crise cardiaque. Un lapin qui pendant 3 semaines, j'ai dit Noël, tu sais, j'ai pas besoin d'aller là. 3 semaines, c'est incroyable combien qu'un lapin peut manger dans 3 semaines. J'ai vu par les crottes là, que. Mais c'était pas compliqué. Il couchait en dessous de la remise, puis là, il sortait la nuit. Il tondait une rangée, il rentrait en dessous, puis là, il faisait une autre rangée, ou une demi-rangée, selon combien il avait faim. En tout cas, qu'est-ce que j'ai appris? Bien, planter à l'automne. Pourquoi? Parce que si on plante à l'automne, c'est la meilleure saison, mais aussi, si on sort les arbres du verger, de la pépinière, c'est beaucoup plus loin entre les arbres une fois qu'ils sont plantés. L'autre, protéger les jeunes arbres avec des gardes, vraiment à suggérer. Et l'autre, piéger les moulots ou mettre du poison. Et c'est la seule fois ça me faisait vraiment de la peine de mettre du poison, mais j'ai dit, 2 fois je l'ai perdu au complet, ça voulait dire 4 ans de travail. Ouais, OK. Alors, on mettait ça dans des tubes pour que juste les mulots peuvent le manger, puis finalement, on a réussi à déjouer ces bestioles-là. En 2006, on a arraché, reconçu, on a replanté en 2007, 2008 et 2009. Alors, graduellement, ça a l'air de ça après quelques années. Ce que je voudrais réussir avec ça, c'est d'inspirer assez de gens qu'il y ait 1000 hectares de plantés. 1000 personnes dans 50 pays. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura atteint cette cible-là, on ne pourra plus dire « Non, ça ne marche pas. » Tu sais, le gouvernement qui dit « Non, ça ne sert à rien, là, ça ne marchera pas. » Écoute, il y a 1000 exemples. Tu n'as pas loin à aller pour voir un exemple. Bon, c'est ça. L'idée
la polyculture dans les vergers, pour moi, c'est une évidence. C'est pourquoi je suis ici. S'il y en a qui veulent la présentation, là, vous n'avez pas besoin de tout prendre en note. Là, envoyez-moi un courriel, puis je vais vous envoyer ça. Oh, on peut-tu le revoir? OK. 30 secondes? Ouais. Non. Ça consiste en quoi, par curiosité, la présentation? C'est une vidéo... La quoi? Je comprends pas, c'est quoi Le la... PowerPoint. Ok. Ah, celle-là, oui, oui, oui. filmé, Moi, mais- juste si tu veux. Là. Si Ok. tu veux les détails de tout ça. Ok. C'est bon. Il y en a qui sont en mode école. Oh, ouais, je Ils comprends. prennent bien des notes. C'est bon de prendre des notes. Les moutons dans l'historique étaient à quelles années? À partir de 94, je pense qu'on a toujours eu des moutons depuis. Des fois plus, des fois beaucoup moins. Là, j'en ai deux, juste. Des clôtures mobiles électriques? Ouais. Des filets? Même pas filet, juste 3 brins. Ça fonctionne. On a une très bonne clôture autour. Là. OK? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont des amateurs de hockey? Non? Vous êtes déjà, quelqu'un est déjà allé à une partie de hockey? Avez-vous déjà vu la vague? OK. Ben, vous savez, il y a un dicton qui dit « La tête ne peut pas absorber plus que les fesses peuvent endurer. » Ça fait 15 minutes plus. Vous savez, normalement, les annonces à la télé, c'est aux 15 minutes parce que ça vous permet de vous dégourdir un peu. On va essayer la vague. Prêt? Ça va être le haut de la vague. Prêt? Ah, il y en a qui sont actifs, c'est beau. Oh, il y en a qui ne comprennent pas tout à fait. Ah, c'est ça de nouveau. Il faut que je sente un peu de vent ici. Là. Prêt? Olé! On va pratiquer encore. Le design. Le design, c'est super important parce que c'est ça qui fait que tant qu'à sauver du travail, on va le sauver pour de bon. L'idée de base, au lieu d'être un arbre, c'est toujours 3 arbres. Le verger est conçu sur cette idée, le trio. Vous savez, c'est quoi un trio? Oui, sais-tu? Trio, je sais que tu viens de la France, là, mais ici, il y a des restaurants qui vendent des trios. Sais-tu? Dans les restaurants, non? Oui, c'est ça. Il essaie toujours la promotion de trio. J'ai dit trio, hein? Moi, c'est assez facile à se rappeler 3 choses. Alors, l'idée du 3, moi j'ai mis NAP, c'était pour en anglais, parce que NAP en anglais veut dire quelque chose aussi. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont. Ça veut dire prendre une sieste. Alors, je me disais, si ça fonctionne avec NAP, je vais pouvoir prendre une sieste. Alors, N, c'est le symbole de quel élément? L'azote, OK. Donc ça, c'est l'azote. A, c'est le apple, puis P, c'est poire, prune. Ça peut être cerise, ça peut être autre. Alors, l'idée, c'est un fixateur d'azote, 2 arbres fruitiers. C'est ce que j'utilise pour la plupart du verger. Mais on peut mettre un fixateur d'azote, un fruitier, un arbre à noix ou un arbuste à noix. Ça peut être 2 plantes à noix, un fixateur d'azote. C'est pas grave. Faites la combinaison qui marche chez vous. Mais utilisez l'idée de 3. On va voir un peu comment c'est utile. Un, c'est que le fixateur d'azote, lui, il aide, c'est une plante de soutien. Il aide la plante de chaque côté. La même chose celui-là, et ainsi de suite. Alors déjà, c'est mieux. Chaque fruitier est à côté d'un fixateur d'azote. C'est un motif qui est répété. Alors, NAP, oh, c'est A2, P2, A3, P3. Ah, OK. C'est ça. C'est d'autres cultivars. Alors, on peut mélanger à même ce schéma-là en utilisant d'autres sortes de pommes, poires ou autres, peu importe. Donc, vous pouvez le rendre aussi diversifié que vous le voulez. L'idée du motif verger, là, j'ai réalisé que c'est pas pour rien que les gens ils plantent ça de même. Il y a une logique à ça. S'il y en a en permaculture qui disent « Ouais, mais il ne faut pas le faire comme ça. » Ben, faut pas, faut... L'idée, c'est de faire quelque chose.
S'il est arrangé, puis ça vous aide, faites-le. Si vous êtes sur une pente, puis vous êtes mieux de le faire en courbe, faites-le. L'important, c'est de faire quelque chose. Alors, le motif verger, c'est une bonne idée, mais le motif verger monoculture, moi, d'après mon expérience, c'est pas une bonne idée. Un, parce que j'ai vu ce que ça peut faire. Un insecte qui trouve ça bien commode d'avoir un pommier ici, bien l'autre pommier, il est où? Juste à côté. Il n'y a rien pour l'empêcher. S'il commence, j'ai vu ça, des armées de chenilles attendent partir et c'était comme une marche d'une armée. Il n'y a rien qui l'empêchait d'aller d'un arbre à l'autre arbre, à l'autre arbre, à l'autre arbre, à l'autre arbre. Puis maintenant, les mêmes chenilles qui étaient le plus grand fléau chez moi des chenilles attentes, quand ils commencent dans un arbre, je sors un ruban, puis j'étiquette l'arbre, ça m'excite de voir des chenilles attentes. Ça semble aussi niaiseux et impossible ou incroyable à dire, mais avant, c'était le plus gros fléau. De voir la moitié de mon verger manger, c'était pas incommun. Maintenant, je vois une tente de chenilles attentes. Oh! 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 C'est le fun! Je l'étiquette, puis 3 jours après, je reviens pour voir qu'est-ce qu'il a mangé. C'est pas est-ce que ça va. Non, je sais qu'il va être mangé, mais c'est de voir. Je me demande, c'est qui a fait le travail. Alors, s'ils sont disparus, puis c'est le printemps, fort probable c'est les oiseaux qui mangeaient leurs jeunes. Si c'est l'été, fort probable s'ils sont plus là, c'est des guêpes. Parce que là, les populations de guêpes montent à l'été, puis les populations d'oiseaux baissent en été. Alors, il y a un moment donné, les oiseaux, ils sont remplacés par les guêpes. Puis si je vois des chenilles, mais je vois qu'ils sont toutes morts, mais là, je sais que c'est les guêpes parasitoïdes qui ont pondu dedans. Les films d'horreur, là, où il y a quelque chose qui sort de la personne, là. C'était pas inventé, là. Ils ont juste regardé dans la nature, ils ont dit « Hey, check ça, ce qui se passe. » Il y a une affaire qui sort de la chenille. Ben oui, c'est une jeune guêpe qui sort, puis elle a bouffé l'intérieur de la chenille, et la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle mange près de la tête, parce que jusqu'à ce moment-là, la chenille continue de vivre, puis la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle mange autour de la nuque, puis là, ça fait que la chenille, elle fige, puis elle poigne la branche comme il faut, comme là, il n'y a pas de risque qu'elle tombe, et là, la guêpe, elle sort. Merci Stéphane. Hein? Ça va vous faire bien rêver. Mais, en tout cas, c'est ça qui se passe, là. Quelques fixateurs d'azote qu'on utilise, le fèvier, le robinier et l'olivier comme arbre, arbuste, caragana, argousier, chalef. On pourrait ajouter à ça, dans vos régions, souvent, l'aulne qui est super bon. Nous, il ne pousse pas dans notre coin, fait que je ne l'utilise pas, mais s'il pousse dans votre coin, utilisez-le. Il y a d'autres arbustes aussi, Méric Beaumien. Merci, exactement celui-là. Ouais. Alors, utilisez ce qui pousse. Si ça pousse chez vous, quasiment comme la mauvaise herbe. Moi, j'aime ça, des mauvaises herbes qui poussent tout seules et qui sont utiles. Parce que si ça pousse tout seul, ça veut dire quoi? Quand vous le plantez, ça pousse tout seul. Cassez-vous pas la tête. Le but, c'est jamais 2 pommes se touchent, 2 prunes se touchent, 2 poires se touchent. Et l'avantage, c'est que, comme je vous disais avant, les chenilles ou peu importe quel insecte est dans cet arbre-là, puis arrive, bon, là, on a mangé un peu, hop, l'autre arbre à côté, c'est pas la même chose. Ils vont de l'autre bord, hey, l'autre arbre, c'est pas la même chose. Ah, on est pris, on est sur une île, on est captif. Parfait. Pourquoi? Parce que si les oiseaux, ils le découvrent, ils font juste revenir jusqu'à temps qu'ils l'ont vidé. C'est vraiment, là j'y pense, c'est pas juste là, mais j'ai réalisé assez tôt que c'est tellement logique que ça marche bien. Alors, on va pas le faire marcher, c'est de valeur. On n'a pas eu cet automne. Oh, j'ai donc hâte d'en manger. C'est tellement bon. Des prunes, là. Des prunes mûres. Si vous avez déjà goûté à ça, là.
C'est incroyable. Est-ce qu'il y en a ici qui en ont un prunier ou des pruniers? Moi, j'en avais 2, mais ils sont morts. T'en as-tu Moi, déjà? j'en avais un, mais il était trop affecté du nodule, je viens de le couper, ça m'a fait mal au cœur. Des bonnes prunes comme ça. La nodule, je veux dire, moi, celui-là, il est quand même assez sensible à la nodule. Ça se contrôle, mais il faut être vigilant pour enlever tous ceux au printemps. On fait un passage, on a à peu près 150 pruniers. On les passe un à un. C'est assez vite, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc, on regarde, puis on les voit assez bien, les nodules. On enlève tout, et ça fait quand même un bon contrôle. Donc, je ne sais pas c'est quoi le mot en français de dire « da ». M-H-H? M-E-U-H. M-E-U-H? Mais! Bon, OK, mais! Alors, c'était ça comment dire, l'observation, c'est... Ben oui, après quelques années, c'est tellement évident pour moi, puis pour ceux qui viennent voir, mais... Sauf pour l'industrie. Moi, j'ai réalisé, là, j'ai fait en Europe, j'ai fait en Nouvelle-Zélande, puis c'est pas l'industrie fruitière qui va changer. C'est pas les gens qui sont dans ce domaine-là qui vont changer. Il y en a plusieurs, j'ai parlé à eux, puis on dit, ben, c'est pour ça que je dis, je suis pas là pour vous changer votre façon. Parce qu'une fois qu'on est investi dans un système, c'est très difficile de changer. Mais c'est beaucoup plus facile pour les gens qui ne sont pas encore investis là-dedans, de commencer du bon pied. C'est pour ça que des gens comme vous, qui ne sont pas producteurs, c'est beaucoup mieux. Au début, les membres me disaient « Qu'est-ce que vous avez de plus? » Vous voyez, là, c'est toute la même chose, tout du pommier ici, tout des Cortland. Ben, on a des pommes Spartan, pas juste des pommes Cortland. On a déjà assez de pommes. Qu'est-ce que vous avez de plus? C'est là que j'ai réalisé, wow! Si les gens ils font l'investissement de venir, ben, offrez-leur plus. C'est là que c'est venu l'idée des allées d'épicerie. Vous êtes habitués de marcher dans des peut-être pas tout le monde, là. Il y en a qui se nourrissent à même votre terrain. Peut-être pas toute l'année. Mais vous passez dans les allées, vous ramassez 2 de ça, 3 d'ici, puis tout le reste. Parfait. La même chose dans le verger, pourquoi pas. Alors, c'est le fun de voir que les gens, ils manquent d'espace dans le chariot, ils manquent d'argent quand ils viennent parce qu'ils ne s'attendaient pas à en ramasser autant. Ça, c'est tous des bons problèmes. Alors, ce qu'on fait pour l'allée d'épicerie, c'est chaque mois est divisé en 3 périodes de 10 jours. Le dernier tiers du mois, le milieu tiers, puis le tiers du début du mois. Alors, selon la période dans laquelle ces fruits-là sont mûrs, on les place dans cette rangée-là. Donc, moi, je m'en fous quel cultivar que c'est. Si je sais la date à laquelle c'est cueilli chez nous, bien, je le mets dans la rangée appropriée. Puis, faites-vous-en pas. C'est la place la plus facile de faire bien des erreurs. J'ai beaucoup d'arbres qui ne sont pas à la bonne place. C'est ça le pire problème? C'est pas la fin du monde, mais l'idée est là pour vous faciliter la tâche. Mais on ne récolte pas juste à l'automne, on a le printemps. Donc au mois de mai, juin, ensuite juillet, c'est la période des petits fruits, fines herbes, puis légumes vivaces, ainsi de suite. Alors 3 périodes de récolte par année. Et c'est ça l'idée. Quand on vient, avez-vous autre chose que les pommes? Ben oui. Les prunes rouges, les prunes bleues, les poires, les cocombres, les autres poires, ben oui, c'est ça. Tant qu'à venir, les gens sont beaucoup plus aptes, s'ils ont acheté 25 livres de pommes, d'acheter 15 livres de poires. Ils ont déjà fait l'effort de venir. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Un point sur le design. Maintenant, je dis maintenant parce que ça a été vraiment confirmé cette année, parce que là, il y a un bloc qui est bien assez vieux. Je vois que je préfère une orientation nord-sud. Ça, c'est même pas quelque chose que je mentionnais dans le film, parce que je n'étais pas convaincu. Là, je vois que c'est beaucoup mieux. Sais-tu pourquoi? Oui, c'est surtout
comment que le soleil rentre et assèche en dessous, et aussi la lumière est à peu près égale. Il y a moins un côté vraiment nord et vraiment sud. Je vois que c'est... Les arbres, en moyenne, ils sont plus en santé, ils sont plus beaux dans les rangées orientées comme ça. Les trios, juste si vous faites un changement, les trios donnent à peu près 60 à 80% des résultats positifs. 2 volontaires? Vous êtes volontaires, vous aimez ça? Hein? Next. Bon, on va montrer l'idée des trios. OK? Toi, tu fais arbre. OK? On va dire, moi, je suis fixateur d'azote, toi, t'es A, toi, t'es P. OK? Fait que là, vous comprenez ça, NAP. Pas trop dur à comprendre? OK. Là, toi, c'était quoi ton nom? François. François et William. OK, toi, tu fais arbuste. Lui, il est... sous-mimeux. Ouais, lui, il est arbre. Moi, toi, tu fais un arbre. OK? Toi, tu fais l'arbuste. L'arbuste serait un peu plus bas. Puis moi, je serais les vivaces. Alors, les vivaces sont toutes éparpillées en dessous. Vous voyez, comprenez le principe? C'est assez compliqué à comprendre? Oui, c'est compliqué. 3 étages. 3 étages. Merci. Hein? Caroline tout à l'heure demandait si j'allais expliquer un peu la forêt nourricière. En permaculture, là, ils sont rendus à 9 niveaux. Moi, je dis 9 niveaux, hey, ça fait peur aux gens. Je ne sais pas si je vais avoir toutes les plantes pour nous. Écoute, moi, j'aime mieux simplifier les choses. Alors, 3, ouais, je peux comprendre ça. Arbre, arbuste, vivace. Ouais. Vivaces, je ne dis pas quelle sorte de vivaces, mais des vivaces. Ça veut dire quoi des fleurs? Oui, mais des fleurs. Ça veut dire quoi des plantes à... Oui, mais des plantes à racines. Ça veut dire quoi? Oui, mais des couvre-sols. Mais des fines herbes. Mais des plantes qui sont mellifères. Mais des plantes qui attirent les pollinisateurs. Parfait. C'est toutes des vivaces. Mais hein, complique-toi pas la vie, là. Mais hein. Parce qu'en général, j'ai pas vu de plantes qui n'aiment pas les fruitiers. Pas compliqué. La deuxième strate, c'était quoi la première strate, William? La première strate, excuse-moi, j'ai... Ah, c'est ça, ouais. Des quoi? Les arbres. Première? Les arbres. Les arbres, OK. Ok, je Bon. pensais qu'on partait du sol. C'est correct. On se trompe pas dans ces systèmes-là. L'idée, c'est juste de le faire. Alors, la deuxième, on part du haut, arbre, arbuste, une série d'arbustes. Attends une minute, c'est écrit comme ça, rhubarbe en français? Ouais. Rhubarbe, techniquement, c'est-tu un arbuste? Non. C'est gros. Non. Vivace. Ouais. C'est vivace. Hey, tu vois, tellement je ne veux pas compliquer la chose, moi je vais par volume. Ça a-tu de l'air d'un arbuste? Oui, l'été, là, quand il y a 1 mètre de haut, 2 mètres de large, pour moi c'est à peu près pareil à un arbuste. On va dire que c'est un arbuste. Il prend la place d'un arbuste, j'y donne la place d'un arbuste. C'est pas plus compliqué. La même chose avec les framboises. OK. Hein? Je suis pas là pour être techniquement correct. Je suis là pour que vous facilitez la chose. Vous dites, ah, c'est pas compliqué, je suis capable de comprendre ça. Bon. 3e niveau. C'est quel 3e niveau? OK, bon, c'est là, c'est beau. Hey, il y a du pissenlit en plus, hein? Il y a de ça. Wow! C'est drôle, une journée, je regardais ça dans le verger, je marchais, puis tout d'un coup, wow! Hey, il y a du pissenlit là-bas. Ah, pourquoi il y a du pissenlit ici tellement plus? Là, je suis allé voir. Ah! Regarde ça, il y a une patch de pissenlit ici, à peu près 3 mètres. OK, là, j'essaie de comprendre c'est le pourquoi. Je ne cherche pas à l'enlever, mais je cherche juste pourquoi qu'il y en a là. Le reste, c'est vert, mais tout d'un coup, il y a une patch de pissenlit. Quand j'ai regardé la rangée au printemps, j'ai vu pourquoi. Parce que où est-ce qu'on avait les plus gros pommiers qu'on n'a pas arrachés, on a laissé une dizaine dans un bloc. Eux, ils sont assez gros, qu'ils font plus d'ombre que tous les autres arbres. Puis parce qu'ils ombragent plus la pelouse à côté, c'est le pissenlit qui est favorisé. Alors, c'est un indicateur.
C'est pas que le sol est mauvais. C'est juste parce qu'il y a trop d'ombre pour que l'herbe soit assez forte pour compétitionner au pissenlit. Donc, le pissenlit prend de l'avance. Rien que ça. OK. Bon, vivace, aliacée. Famille des quoi? Les oignons. Oignons. Fines herbes, légumes, vivaces. Je vais utiliser juste ces trois-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est mettre 16 vivaces par arbre. Oh. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé pour les arbustes? Combien qu'on mettait d'arbustes, Michel? 4. 6, 7. 4. 2. 4. Ah oui, 1 à 4. Oui, c'est ça. 1 à 4. Vivaces, on essaie d'en mettre 16. Pourquoi 16? Bien, parce qu'on a la rangée d'arbres dans laquelle on met aussi la rangée des arbustes. Puis de chaque côté, on met 2 rangées de vivaces. Puis on a 8 pieds entre ces arbres-là. Donc on met une vivace au pied, ça fait 2 fois 8. C'est assez facile. Pas plus compliqué que ça. Donc on essaie de mettre 8 d'un côté, 8 de l'autre, ça fait 16 vivaces. Un niveau qui était super le fun de voir, c'est les grimpants. Moi, j'aime laisser une plante au début. Pas sûr, je veux-tu l'enlever, je veux-tu la garder. J'ai laissé des vignes sauvages, des raisins sauvages. Puis ils ont monté, je ne veux pas rien sur les arbres fruitiers, ils ont besoin de toute la lumière, mais sur les fixateurs d'azote, ça ne produit rien ici, ceux qu'on fait, que ceux que moi je fais, ils ne produisent rien de récolte. Alors comment faire pour qu'ils me donnent quelque chose? Et quand j'ai vu le raisin monter, le raisin monte, parfait, puis il n'a pas tué l'arbre, OK, c'est bien beau. Alors maintenant, on met du raisin, du kiwi sur les fixateurs d'azote. Ça nous donne fruitier, fruitier, fruitier. Il y a des sortes de kiwis qui poussent au Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont un kiwi ici dans le coin? Oui. Tu vois? Kiwi rustique. C'est pas des gros kiwis. C'est pas des gros. Mais il n'y a pas de poils sur la peau. Tu peux manger ça comme du raisin. Ok. Intéressant. D'ailleurs, si vous voulez faire une très bonne, pas sûr, moins 32 rusticité, là, c'est la Somerset. Vraiment un raisin de table extrêmement bon. On a l'île derrière. Il y en a à l'île derrière. J'ai pu goûter 40 sortes une année. Puis quand j'ai tombé sur celle-là, j'ai dit c'est ça, c'est celle-là, c'est ça que je veux avoir. Bon, combien de plantes que ça prend pour un arc? Ça, c'est un de nos premiers blocs. 450 arbres à l'espacement qu'on met. Ça peut être moins que ça, faites-vous-en pas. Donc, parce qu'on peut mettre 1 à 4 arbustes par arbre, minimum 450 arbustes, 7200 vivaces, 150 vignes. Pourquoi 150 vignes? Tu les mets sur tes arbres. Parce que 1 sur 3. 1 sur 3 sur les fixateurs d'azote. Merci, Lily. Alors, au total, 8200... Hein? 8250 plantes par acre. Si on met 4 strates. Okay. Oublions le côté vivace, parce que c'est beaucoup trop de plantes. Arbres, arbustes et vignes, 1050. OK, ça, c'est plus réalisable. Commencez avec ça. Leçon, utiliser des trios. Prenez le concept des allées d'épicerie. Utilisez des... Écoutez, si vous n'utilisez pas les strates, je peux vous dire que vous allez avoir des strates qui vont essayer de se pointer quand même. Donc, aussi bien de planter quelque chose qui va vous donner quelque chose que juste être obligé de chercher à enlever quelque chose qui va venir tout seul. Préparez-vous d'avoir besoin de beaucoup de plantes. Sélection de cultivars. Besoin de s'étirer. On va essayer la vague de nouveau. Ce côté-là en premier prêt. Il y en a une couple qui ont fait des demi-levées. Fait qu'on va le faire de bon! Hein, ça dégourdit un peu, hein? On va le faire encore près. Oh! Ah, là, on va être vraiment bien dégourdi. Super! Là, vous êtes en forme. On a essayé avec des pommes. On en avait 100 au début, 100 sortes différentes. Maintenant, on est rendu à 60.
On va descendre encore plus. Pourquoi? Parce qu'on commence au début avec beaucoup, on voit comment ils réagissent, comment... Ça, c'est peut-être beau ailleurs, mais chez nous, ça ne marche pas bien. On l'enlève, on l'enlève, on l'enlève. On surgreffe. La même chose dans les poires. La même chose dans les prunes, mais les prunes, on veut en faire beaucoup plus de ça, parce que c'est tellement bon. Les cerises, ça c'est tiré du film, alors ça te donne l'idée de quelques-uns des sortes. Quelques-uns à jamais mettre. Mettez jamais de la beauté flamande, s'il vous plaît, dans les poires. Ah, pourquoi? Tellement bon. C'est tellement tellement maladif comme arbre. Peut-être chez vous, si jamais vous réussissez à en faire, c'est tellement bon. Oui, ça peut être une bonne poire, mais c'est pas une poire facile. Moi, ce que je cherche à vous faire, c'est que vous dites, je plante ces arbres-là, j'ai rien à faire, je récolte. Ça serait l'idéal. Il y en a que c'est loin d'être ça. Alors moi, graduellement, on élimine tous ceux que c'est loin d'être ça, puis de plus en plus vers ceux que c'est pas tout à fait ça, pour avoir vraiment des sortes que... Voyons donc, chez nous, ça, c'est tellement facile. C'est ça l'idée. Tester et sélectionner le bon choix, c'est critique. Je dis critique parce que c'est ça qui fait la différence entre difficile et facile. J'ai jamais vu ça, mais tous les deux font île. Si vous ne voulez pas vous retrouver sur une île, choisissez ceux qui sont faciles. Peut-être plus rapidement. Je vous dirais visiter des vergers. Commencez par ça, visitez des vergers autour, allez voir qu'est-ce qu'ils font, quelles sortes qu'ils ont, parlez à eux. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est facile? Y a-t-il beaucoup d'insectes? Y a-t-il beaucoup de maladies? Et l'autre, les pépinières. Je vous dis, attention un petit peu tout le temps parce qu'ils cherchent quand même à vous vendre des arbres. Donc, je ne dis pas de ne pas se fier à eux parce que j'en connais beaucoup qui sont super bons. Mais je dis, fiez-vous pas juste à leurs conseils. Les collectionneurs, est-ce qu'il y en a ici qui seraient un peu collectionneurs? Vous avez Des vignes. des vignes, vous en avez combien? 10 variétés. OK. William, Des insectes. tu collectionnes des insectes? Ouais. T'en as combien? Plus d'une centaine, facile. Moi, c'est plus les vivaces. Là. Je dois avoir une quinzaine de variétés d'hosta puis des hydrangées en quantité incroyable. C'est $1 pour les hydrangées. Je change graduellement de mon approche super horticole à vraiment plus pratique, C'est comestible. comme ça que moi aussi, je suis en train de changer ma vision là, depuis que j'ai étudié l'agroécologie et tout ça. Puis ma vision a vraiment changé. Puis l'année prochaine, ben, mon jardin traditionnel, ma sœur va prendre le bord, puis on change ça au complet. Là. Maintenant, nos poules, ils vont être proches du jardin, ils ne seront pas plus loin parce qu'on va avoir peur qu'ils bouffent nos légumes. Non, ils vont être avec, puis fait qu'on est en train de changer notre philosophie de voir les choses. C'est ça l'idée. Dernier collectionneur? Non? Et c'est commencer, c'est des bonnes façons. Je suis sûr que sur vos 10, vous en avez un ou deux qui sont préférés. Ça, là, j'aime bien ceux-là. Alors, c'est ça. L'idée, c'est de trouver dans votre région, je peux ajouter sur votre type de sol, parce que vous pouvez être dans votre région, mais sur un sol complètement différent à ce que vous avez. Goûtez avant de choisir. J'ai 15 poires, 15 arbres de poires que j'ai jamais goûté. On a greffé, planté. 5 ans après, super belle poire, la plus belle poire dans le verger. L'arbre sans maladie. Là, je pense qu'ils sont mûrs parce qu'il y en a un ou deux qui commencent à tomber. Goûte ça. Ah! Ah! C'est même pas mangeable! Incroyable!
Ben, là, j'ai réalisé, c'est des poires à cidre. Mais c'est pas des poires à manger. Mais c'est... Donc, ça m'a appris, oui, c'est vrai. Avant de le faire, je devrais au moins y goûter. C'est important. Et très important aussi, considérer comment ils sont produits. Est-ce qu'ils sont conventionnels, bio ou sans pesticides? L'idéal, ça serait ça. Quelqu'un qui ne met rien. Ça, c'est des types de plantes. Moi, je ne mets rien. Comment... Regarde les... T'as des si beaux fruits, puis tu mets rien. Wow! C'est quelle sorte de fruits, là? C'est ça que tu veux trouver près de chez toi. Ça, là, c'est de l'art, de trouver quelque chose qui marche comme rien, puis c'est pas de travail, pas d'insectes, pas de maladies. Oui, absolument, très important. Connaître votre site. Qu'est-ce qui pousse naturellement? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Philippe? Je parlais de quoi? De plantes qui poussent comme des quoi? Comme des mauvaises herbes. Ben, c'est ça. Nous, chez nous, si on ne fait rien, c'est les cerises. Les cerises, là, ça va envahir. Pourquoi? Parce que notre sol, c'est du sable sablonneux. Du sable sableux. Ça, c'est définition de quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas rien d'autre. C'est du sable. Au bout du champ du voisin, c'est des dunes. Puis nous, on est dans le bas des dunes, alors c'est du sable sableux. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un sol très riche. C'est un sol qui est très propice au pain et aux cerises. D'ailleurs, quand ils ont coupé la forêt dans notre coin, c'était des arbres qu'ils vendaient pour l'armée britannique comme mode bateau. Puis c'était tous des bio de 125 pieds clairs. 125 pieds clairs? Ça veut dire quoi? Pas de branche, pas un nœud. Avant 125 pieds. Est-ce qu'il y en a qui sont forestiers ici? C'est des gros pins. C'était du pin et du chêne. Mais ça veut dire qu'il ne poussait pas unique, là, un arbre ici puis un arbre là. Ça veut dire qu'il poussait comme une forêt. Parce que dès qu'il y avait assez de lumière, il sortait des branches. Mais il fallait qu'ils se compétitionnent. Ils étaient tassés un à l'autre, puis ils montaient. 125 pieds clairs, ça fait une forêt entre 180 et 200 pieds, 210 pieds de haut. Wow! Ça, c'est notarié, comme quoi il sortait là, des radeaux de bio chez nous. Je dis, wow! Peut-être le sol il est pauvre, mais une fois que les arbres s'enclenchent, puis l'eau n'est pas loin, puis c'est un sol à 6,8 pH, puis l'eau est à 7,2, ça pousse des arbres. Les cerisiers, c'est le pionnier, puis les autres s'enchaînent. Donc, connaissez votre site, qu'est-ce qui pousse naturellement, puis faites ça. Si ça pousse tout seul, si chez vous, moi, du bleuet, là, il y en a... Ah oui? Il y en a partout? Ah oui? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous vous cassez la tête à essayer de faire, je sais pas, pommes ou poires? Quand les bleuets, ça pousse tout seul partout. Commencez premièrement avec ce qui pousse tout seul, puis là, après, ajoutez d'autres choses. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas à vous battre contre rien pour faire du bleuet. Ça pousse tout seul, tout seul. Alors nous, finalement, quand j'ai réalisé que les cerises, ça pousse bien. Ça pousse très bien. Même, ça pousse tellement bien, sauf qu'on arrose ou on irrigue pour les pommiers, puis ça, ils disent, hey, ça, là, c'est beaucoup trop d'eau pour moi. Puis parce qu'ils sont mélangés dans les rangées, là, il faut mettre des rangées dominées par des plantes à sécheresse. Sinon, eux, ils reçoivent trop d'eau pour le régime qu'on donne pour les autres arbres. Alors, il vient des fois, quand vous mélangez beaucoup, ouais, c'est vrai, c'est mélangé beaucoup, mais on donne de l'eau pour ceux qui en ont le plus besoin. Puis d'autres disent, hey, beaucoup trop d'eau pour moi. Ça n'a pas besoin de grand-chose du tout. Les arbustes fruitiers. Pourquoi on parle d'arbustes fruitiers? Ah oui, sélection des cultivars puis des... Ouais.
gadelle, cassis, groseille. Ça, c'est les groseilles chez nous. Quand j'ai l'école, c'est vraiment bon. C'est une tarte par groseille. Julie, moi, mes parents, ils viennent d'origine de la Pologne. Quand je suis allé là, moi, j'adore les groseilles. C'est mon petit fruit favori. J'arrive là, je regarde. Ça a l'air d'une groseille. Ça sent la groseille. Ça goûte la groseille, sauf c'est gros comme des balles de golf. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? C'est pas des groseilles. Ben oui, c'est des groseilles. Alors, il y en... Hey, oui! C'était comme des groseilles! Merci, elle est bonne celle-là. Alors, la même idée, tant qu'à mettre un plan, on en met le plus de sortes ou de cultivars. Je vais rentrer. Lily, c'est quoi techniquement la définition entre cultivar et variété? Moi, j'utilise... Une cultivar, c'est une variété cultivée. Parce qu'il y a des variétés dans la nature naturelle. Mais cultivar, c'est vraiment cultivé. Ils ont un nom habituellement. Et la gros point de distinction, c'est cultivar, une variété. Cultivar, c'est variété cultivée, ça veut dire qu'il faut qu'il soit reproduite végétativement. Elle ne se reproduit pas d'elle-même fiable pour donner la même chose. Tandis qu'une variété, on peut prendre la graine et on peut la semer. Et elle va nous donner la même chose. Camerisier! Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Ouais. Les petits fruits, moi, pour goûter à ça, il ne faut jamais manger un petit fruit. Ça, vous ne goûtez pas quand vous mangez juste un. Il faut goûter ça à la poignée. Ça, c'est la règle chez nous. Il faut que toujours, quand tu récoltes des camerises ou des framboises, il faut que ça soit à la poignée. Puis, il faut que tu, comme on dit, bourre la face. Là, vraiment. Et là, tu peux le goûter. Là, tu sais qu'est-ce que ça goûte. Puis quand tu en as goûté plusieurs poignées, puis tu rotes, ça veut dire que là, ça te fait de la place pour une autre poignée. Ça, c'est la règle. Alors, cette année, c'était la première année qu'on a pu vraiment bien goûter à des camerises. Et j'ai dit, OK, c'est super, on en fait 600 autres plants parce qu'il faut en avoir plus. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. Hein? Peut-être pas celle que tu as goûtée. Tu les as goûtées à la poignée? C'est ça mon problème. Ah, OK. On va essayer à poigner. Ouais, à poignée, c'est convaincant. Un mélanchier, ça c'est l'arbuste le plus facile à faire en ville. Si vous ne réussissez pas celle-là, prenez une job de bureau. Parce qu'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de maladies, il y a des oiseaux qui viennent les manger, c'est tout. Mais c'est quand même un arbuste hyper facile, il pousse bien à la mi-ombre. Mettez-le pas au nord d'un édifice 3 étages. Là, peut-être il va y avoir un peu trop d'ombre, là, mais commencez par des plantes super faciles comme ça. Framboise, la même chose. Quand vous en faites des jaunes, des rouges, des noirs, là, faites une variété de choses le plus possible. Les légumes vivaces, quelques-unes vraiment qui attirent l'attention. Crambé maritime. C'est quoi ça? Goûtez à ça, vous allez être crambé. Non? Non, tout le monde est fatigué. C'est une plante de la famille des crucifères. Ça goûte le chou. Ça s'appelle aussi chou marin. Les fleurs, avant qu'ils s'ouvrent, ça goûte. C'est comme du brocoli vivace. Et vous pouvez même manger la racine comme navet. Si vous mangez la racine, mais elle va être moins vivace. Au moins, vous laissez une partie de la racine dans le sol. Sinon, c'est vivace. À chaque année, ça s'améliore. Et si jamais ils sont en fleurs, ça sent le miel. La première fois qu'il est en fleurs, je pensais qu'on avait échappé des choses, des cadres de ruches. Là, je cherchais. Je me dis, ça sent le miel ici. Qu'est-ce qui était... Je regardais, pas de choses de ruche, je ne pouvais pas croire qu'une fleur sentait de même, mais éventuellement, c'est comme, qu'est-ce qui peut sentir? Il y a juste cette affaire-là en fleur. Voyons, ça sent le miel. Absolument hallucinant. Très bonne plante à essayer.
que c'est dur à faire produire? Pour chez nous, oui. Je soupçonne que ça prend des sols plus lourds que ce qu'on a. Et aussi, je pense que ça prend un sol plus salin. Ça, là, j'aimerais bien que quelqu'un l'essaye sur les bords de route, tu sais, les bords de boulevard où il y a du sel en masse. Là. Mais je soupçonne qu'il trouverait ça bien à son goût. Il faudrait le tester. Y a-t-il quelqu'un qui a l'habilité de tester dans ces conditions-là? Vous êtes près d'un endroit bien salé? Oui? Ben, je me demande peut-être. En tout cas, si vous pouvez l'essayer, parce que c'est une plante du bord de la mer. Flambée maritime, ça veut dire qu'elle pousse sur le bord de la mer. Les gens la récoltent en Europe sur le bord de la mer. L'oseille! Il y a une elle n'est pas variété, ça c'est un cultivar parce qu'elle se reproduit juste de façon végétative. Mais il y a une oseille vendue par Richter qui ne monte pas en graines. Alors, ça fait juste des feuilles et des feuilles. Super bonne. L'oignon égyptien, vivace. Si vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'oignon. Ça commence au mois d'avril chez nous, puis ça finit à la fin du mois d'octobre. Même là, on peut en récolter encore de la verdure d'oignon. Ça fait des bulles de l'été. C'est super facile. Puis une fois que vous le lavez, vous le lavez. La roquette vivace. Est-ce qu'il y en a qui aiment la roquette? Ouais, vivace. Une chose, tout le monde remarque quand je leur fais goûter celle-là, et les autres, beaucoup. Les plantes vivaces sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de goût que l'équivalent annuel. Puis ça a de l'allure. Pourquoi? Il y a des racines qui s'étendent de plus en plus. Ils vont chercher vraiment beaucoup plus loin que leurs congénères annuels. Donc, ils récupèrent beaucoup plus de choses qui leur donnent du goût. Et ça prend beaucoup moins de plantes. Mettez la salade comme la laitue là, pour bourrer la salade, si vous voulez. Puis prenez juste 3-4 feuilles de ça coupées. Puis tout d'un coup, pouf, votre salade vient de monter. Là. Oh! Wow! Hey, ça a du goût, cette salade-là! L'oseille, j'en ai mangé avant-hier. Là, à geler à moins 8, là, elle est encore vraiment plus goûteuse. Combien de plantes vous récoltez du jardin après un gros gel? Hein? C'est le fun. Culture annuelle. Au début, on a fait même, on est dans un super bon site pour des melons. Alors, on faisait des melons de 35 livres. Les gens disent, voyons donc, je pense au Québec. Ben, dans le sud du Québec, oui. Mais ça pousse super bien chez nous. Tous les melons, le melon miel, cantaloupe, tout le reste. C'est un sol hyper bon pour des melons. Les 3 premières années, là, quand on a établi le verger puis on pose le paillis plastique, les 3 premières années, les arbres, ils ne prennent pas beaucoup de place. Les légumes, là, c'est incroyable comment c'est facile. Ça veut dire on sème puis on récolte. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans un jardin? Entre les deux, il y a quelques étapes. Hein? Ouais, ben, non, il n'y en a pas. Chez nous, c'est ça. C'est semer et récolter. Et la part du temps, le problème, c'est que c'est tellement facile de semer, c'est que là, on est rangé de 500 pieds. Je vais en faire une deuxième. Vous savez comment que 1000 pieds de fèves, ça fait? 1000 pieds de fèves, ça fait trop de fèves pour une famille. Pas mal trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On envoie le courriel, les gens sont invités en fin de semaine à récolter des fèves gratuites. Fèves gratuites, oui. Faites vos provisions. Alors, les gens, ils viennent, ah ouais, des caisses et des caisses, là. Mais là, faites-vous-en pour 2 ans, là. Ah ouais, sors-en, parce que là, vous avez récolté 20 pieds de rangée, puis il y en a 1000. Alors, ramassez-en 5 fois plus, s'il vous plaît. Mais c'est le fun. C'est le fun dans... Trop, c'est trop, là. Mais vous voyez, l'arbre, lui, il est tout petit encore, là. Il y a de la place en masse. Ça, c'est fèves. Là, c'est des restants des laitues. Là-bas, c'est la cocombre. Ça en fait, là. Les 3 sœurs, on a essayé ça. Les courges, patates, citrouilles.
On en avait en citrouille. Même des patates douces, là, on sortait ça au trailer. Là, je pense qu'on a trop fait de courses cette année-là. Ben, c'est ça. Ça va bien, c'est facile. Même notre mascotte, vous voyez comment que la mascotte a dit, ben là, je pense que ça va être difficile, mais je veux juste manger des grosses carottes. Là, mais c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir présenter des couleurs, un éventail. Il faut que ça attire l'œil, puis ça va bien. L'autre, c'est les cultures qui sont grimpantes. Il y a des cultures, est-ce qu'il y en a qui ont déjà posé des petits tuteurs? Mais c'est la dernière fois que vous allez poser des tuteurs avec ce truc-là. C'est que vous avez des arbres qui sont là dans votre plantation, qui sont des arbres fixateurs d'azote, puis qui poussent. Alors, vous mettez vos plantes grimpantes au pied de l'arbre. C'est pas long, ils trouvent une branche, puis ils grimpent dans l'arbre. Puis c'est bien plus le fun de ne pas être obligé de poser tuteur. La même chose, on sème, puis ensuite on revient, puis on récolte. Ici, c'était pois. Ça peut être cocombe. J'avoue, ramasser des cocombes là, comme ça c'est bien plus fun. Les fèves, la même chose, des fèves grimpants. Donc, les 3 premières années, là, c'est du bonus. Des légumes, là, vous en faites. Après 5 ans, là, on a arrêté complètement de faire des légumes dans le verger parce qu'il y a trop d'ombre, ça pousse pas. Des choses vivaces, oui. Là, on est rendu à changer pour de la piosse, de la patate en chapelet, on met, on essaie, comment ça s'appelle? On a quelques perennial yam, le crône, mais le yam, en tout cas, des plantes vivaces qui vont donner une récolte, mais qui sont vivaces, puis qui poussent quand même à l'ombre un peu. Les fleurs, la même chose. On peut mélanger des fleurs. C'est une vivace? OK. Quelle strate? William, quelle strate? La première. Troisième. La troisième. Première ou troisième, ça dépend comment tu veux commencer, mais c'est ça. Alors, oui, des fleurs, la même chose. Des fleurs, en tout cas. C'est le fun d'avoir des fleurs. Pourquoi? Parce que quand les gens y viennent, l'idée, c'est que tout ce qu'on a en surplus, on en a trop, là, on en a vraiment trop, bien ça, on le donne. Alors, à chaque journée qu'on est ouvert, on essaie d'avoir quelque chose de gratuit. Ça peut être des ciboulettes, ça peut être les fleurs, ça peut être, au début, c'était les fèves ou des courges ou autre. On en a trop, là, venez en cueillir. Bon, parfait. Une laitue, une salade comestible, c'est quand même le fun. Et des bouquets. De prendre un bouquet comme ça, de ramener ça. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça. Notre plus grande culture, c'est quand même pas des plantes. C'est les personnes. Ça a commencé au début avec nos enfants. Hein? Mon épouse, hey, je ne savais pas que tu avais mis la photo des enfants. Ben oui. Ma fille, la même chose. Alors, le fait qu'ils grandissent dans ce milieu-là, moi je dis, c'est tellement le fun d'avoir des gens qui viennent avec les jeunes enfants. Parce que là, les enfants, ils commencent, puis ils réalisent même pas que quand tu dis verger pour eux, là, l'image d'un verger, si jamais ils vont dans un verger monoculture, ils vont dire, c'est pour ça qu'il y a juste des pommes ici. L'enfant, il a toujours été exposé à notre verger. Avec l'école, il l'emmène dans un verger, puis là, pourquoi que c'est juste des pommes? Tu sais, les parents ils disent, ouais, l'enfant a vraiment eu la chance d'être exposé, puis ils pensent que c'est complètement normal de voir, pour eux, l'image qu'on a dans la tête, nous, c'est tout juste des pommes. Si on reculait il y a 100 ans, c'était pas ça. Là, 100 ans, je parlais à quelqu'un qui disait, oui, mon arrière-grand-père, mon grand-père, il me disait que ouais, dans notre temps, là, il disait, ouais, c'était les pommes, les prunes, puis les poires étaient toujours ensemble avec des cerises. Puis là, ils mettaient toujours les animaux en dessous. C'était ça le verger. On avait toujours des beaux fruits, on mettait rien, on arrosait avec rien, puis il sortait des beaux fruits. Je dis, demande-y comme il faut, puis écris ce qu'il dit, mets l'enregistreur, parce que je dis, ça, tu as une mine d'or quand quelqu'un a vécu cette période-là, puis il l'a vu. Puis dis-lui, demande-lui qu'est-ce que c'était que tu faisais, quelle sorte de pommes, quelle sorte de prunes, quelle sorte de poires. Parce que tu peux refaire la même chose que ce qu'il faisait, puis ça va donner les mêmes résultats.
Alors, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Just do it, ben, c'est un peu l'attitude. Est-ce que ça, c'était notre serre au début? Une grosse serre 8 par 8. Est-ce qu'il y en a qui ont de la place pour 8 par 8? Pas 8 mètres, 8 mètres. C'est 8 pieds par 8 pieds. Vous avez de la place? Ah, moi, j'ai plus gros que ça. T'as plus gros que ça. Ben, ça veut dire que ça... Mais avec ça, on a pu faire 20 caissettes de 200, 4000 plans possibles par batch, 3 batchs par année. Ça fait quand même des milliers de plans possibles. En 8 par 8. Ah, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ouais, mais là, j'ai pas la serre de 100 pieds. Faites-vous pas des excuses. Est-ce qu'il y en a qui ont un balcon? Oui, un balcon, ben regarde. Sur ton balcon, tu pourrais mettre 3 caissettes comme ça facilement. Probablement, même si sont 18 pouces, tu peux en mettre 5 ou 6 de 200. 6 fois 200? 6 fois 200? 1200? Non. Ben oui, 1200 plans possibles. Bon. Ils ne vont pas tous survivre, je te le dis tout de suite. Mais l'idée, c'est que tu vas pouvoir en sortir. Pépinière, 23 mètres par 900 mètres, par 9 mètres. 23 mètres par 9. C'est-tu gros? Non. C'est à peu près la grosseur de la salle. Ouais, c'est assez gros. Est-ce qu'il y en a qui ont un terrain arrière court comme ça? Oui. Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a un? Y a-t-il une manière de faire la moitié de la grosseur? Vous voyez ça, ça fait 1000 arbres. Avez-vous de la place pour mettre 1000 arbres après? Non. Moitié, le tiers, en tout cas. Ça ne prend pas tant de place que ça pour commencer. C'est quoi le meilleur moment de planter un arbre? Il y a 20 ans. Mais oui! C'est un vieux proverbe chinois. Alors, utilisez une diversité de plantes, de cultures et de cultivars, tester, sélectionner, connaître votre site et just do it. On n'a pas fini. Il est quelle heure? Gestion des ravageurs. Leslie, veux-tu faire la vague? Ok. Je vais trop vite. Trop vite, trop vite. Mettre ton place dans le milieu, puis essayer de nouveau. Voici, une dernière fois. Tentative de vague. Si on lâche pas, on lâche pas. Fais le bruit aussi. Si tu fais le bruit, les gens ils pensent que c'est plus comme une vraie vague. Là. C'est bruyant. C'est que je fais là. Tu fais le goéland. Tu montes par-dessus la vague. Bon. Les ravageurs, est-ce que ça existe? Ben, regarde. Il y en a qui ont déjà entendu parler de M. Seppholzer. Yeah. Oui. Il est où, lui, ce gars-là? En Europe, en Autriche. Sepp, lui, il dit, si vous ne voulez pas avoir un cochon pour faire le travail, vous héritez du travail du cochon. Tellement logique. Tellement logique. Si vous ne voulez pas avoir d'oiseaux, vous allez hériter le travail des oiseaux. C'est simple et logique. Si vous ne voulez pas avoir de guêpes, qui va faire le travail des guêpes? C'est vous. Si vous ne voulez pas avoir d'abeilles, puis il y a des places en Chine qui sont rendues, qui pollinisent les vergers à la main. Ah ouais. Vous ne voulez pas être à cette étape-là. Ça, c'est de la job. Beaucoup, beaucoup de job. Même chose, si vous ne voulez pas que les pics font le trou des arbres, ben, c'est vous qui devez mettre des nichoirs. Les trous des arbres, c'est des nichoirs. Alors moi, j'ai des pics, mais je n'ai pas les arbres assez vieux pour faire des trous dedans. Donc, moi, j'ajoute les nichoirs.
mais sachez quel job vous voulez quand même vous donner à faire. Mais c'est important. Héritez pas du travail des autres. C'est leur plaisir de le faire. Alors, pour savoir comment défaire des problèmes, on a toujours expérimenté des choses. On a commencé en 97 à pulvériser du lactosérum. Qui peut me dire, c'est quoi ça, du lactosérum? Du petit lait. C'est quoi du petit lait? C'est ce qui reste quand on fait du fromage. Ben oui. Puis au Québec, c'est un résidu qui est souvent jeté. Et on a eu la chance de faire des expériences avec Agriculture Canada et ils ont conclu que c'était aussi efficace que les arrosages conventionnels. Vous avez tout entendu parler de ça? Non. Non? C'est bizarre. C'est payant. C'est curieux, quand on utilise un résidu qui est gratuit, qui est aussi bon que le produit qu'on achète, c'est drôle qu'on n'entend pas parler. Je me demande pourquoi. Alors, on a essayé ça, et oui, effectivement, vous voyez notre arroseuse hyper performante et hors pair. Le lactosérum est tellement pardonnant, ça marche tellement bien que ça pardonne pour être vraiment mal installé, et ça fonctionne quand même. Donc, c'est quelque chose. On a aussi eu la chance de faire un cours avec Elaine Ingham en 2002. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la vie dans le sol. J'ai compris que c'était important de avoir toutes les parties de la vie du sol dans le sol. Alors, avec l'idée de Just Do It, bon, on a appris ça en hiver. Au printemps, on a commencé de faire des batchs de thé de compost. On fait ça par batch de 250 gallons. Et c'est du thé de compost aéré. C'est comme du bouillon. Ça bouillonne. Il faut qu'il y ait de l'air en masse. Puis là, on mettait ça 4 à 5 fois par année pendant 5 ans. Au début, il y a des grosses différences. On voit, après 4-5 ans, on ne voit plus grand effet. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement la vie dans le sol que c'est comme, hey, je suis déjà là. Je n'ai pas besoin de ton aide. Les populations, là, ils sont tellement bien établis qu'en mettre une petite quantité pour inoculer, ça marche plus grand-chose parce qu'il est inoculé déjà en masse. Le kaolin, c'est un produit qu'on peut utiliser. Ça marche super bien. On l'a utilisé, on l'a aimé. Sauf que quand nous, on arrose pour la pomme, puis la même fin de semaine, les gens ils viennent au mois de mai pour récolter de la ciboulette, puis les feuilles de ciboulette ont de l'air à ça, ils disent « Ouais, hein? Il me semble qu'il y a de quoi en ciboulette qui n'est pas correct ici. » Mais c'est pas mauvais parce que c'est un produit qui est utilisé dans des pâtes à dents, dans beaucoup de produits. C'est une glaise kaolinite, mais c'est pas appétissant à récolter certaines cultures. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'utilise plus maintenant, mais c'est un bon produit. Les brebis, ça marche. C'est ça le pouvoir des brebis. Ce qui sort ici, là. Et d'ailleurs, je veux dire, je suis absolument vendu à l'idée que l'agriculture de plantes, sans l'agriculture animale, il faut avoir les deux. Bien, au niveau des arbustes et des plantes vivaces, ils vont faire des dommages, par exemple? Ben non, ils ne feront pas de dommages, ils vont les manger au complet. Ils vont les éliminer, oui. Mais dans ce cas-là, comment vous faites? Ben là, j'en mets plus maintenant, autre que très tôt au printemps, avant que les feuilles débourrent. Parce que quand ils ont vraiment une grosse abondance, là, c'est pas un problème, mais je peux plus mettre 100 brebis, là. Là, ça marche pas. Quel animal tu peux mettre? Je peux mettre des canards, des poulets, des poules pondeuses, des oies, des pintades, des lapins. Puis eux, ils touchent Commencer pas, avec ceux-là. Eux, ils touchent peut-être selon la saison, selon la... Une fraise qui est rouge, c'est pas dédaigné.
D'ailleurs, cet été, j'étais curieux de regarder les canards qui mangeaient les feuilles de fèvier. Ils sont jusque-là dans du beau trèfle et luzerne, puis ils sautent pour pogner les feuilles de fèvier. Ça veut-tu dire que le fèvier, il a une valeur nutritive? C'est bien de regarder les animaux, qu'est-ce qu'eux, ils mangent. En tout cas. Donc, oui, et c'est important d'avoir des animaux dans l'agriculture. Là. Pour moi, je vois par la qualité du sol, je vois par comment que le sol répond à un passage d'animaux. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Cette année, on a mis les poulets dans le stationnement. C'était super beau de voir le stationnement qui s'est réveillé finalement, là, même que les autos y passaient, puis l'herbe poussait tellement bien, le sol a été aéré, fertilisé. C'est beau à voir. Alors, Just Do It, ça c'était notre première cage à poulets. Dans le verger, quand c'était encore monoculture, la première année, on a essayé ça. Alors, l'idée, c'est, attendez-vous. Attendez pas que tout soit parfait, que vous ayez la cage parfaite. Ça, je peux vous dire, c'était une bestiole méchamment trop pesant à déplacer. Mais on l'a utilisé 2 ans de temps, puis on a vu qu'on peut élever des beaux poulets là-dedans, puis ça fonctionne. Après, je suis allé voir en Virginie avec Joël Salatin comment il fait ça. Bon, c'est beau, là, on a vu ça, on a pris ses idées, on l'a adapté, on a fait d'autres cages. Il faut que nos cages fonctionnent dans les rangées. Là, on a modifié les cages pour avoir des arceaux en métal. Là, pendant qu'on construisait ça, on a dit « Hey, ça ressemble à quoi cette affaire-là? » Une sœur, un tunnel, là. Ouais. Hey, serre dans la serre. Puis, hey, là, c'est le fun d'avoir des cages à poulets qui servent 4 mois, 4 saisons. Ouais, c'est le fun. Connaissez votre ennemi. Si vous faites de la pomme, c'est quoi vos ennemis? Nous, c'est charançon de la prune, mouche de la pomme, carpe-au-casse. C'est fini là. On les connaît, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on connaît les périodes vulnérables, qu'est-ce qui sont nos alliés contre eux, où est-ce qu'ils peuvent hiverner, leur cycle de vie. Ça, c'est des éléments de base à connaître de quelques insectes qui vous dérangent. Puis là, vous regardez où est-ce que vous pouvez intervenir à l'intérieur. On a essayé avec des structures à même le verger qui ont été financées. Encore là, c'est pas le MAPAC, non, c'est vrai. Protection des oiseaux Québec, un groupe d'ornithologues. Cosmétiques encore, ils sont toujours là-dedans, qui nous financent pour construire des structures pour accueillir 20 ou plus espèces de faune. L'idée, c'est que oui, on veut des chauves-souris. Oui, on veut des oiseaux. Oui, on veut des hirondelles. Oui, on veut des guêpes et des bourdons et des mégachilles et des abeilles. On veut tout ça et plus. On veut que les moufettes soient là. Oui, oui, la moufette, t'es bienvenue. Couche-toi là en dessous. On veut qu'il y ait des lapins dans le verger. Oui, on en veut. Absolument. Pourquoi? Parce que quand le renard, il passe, il y a de quoi à manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on essaie à piéger. Piéger, ça, c'est le piège qu'on a développé contre la mouche de la pomme. Je défie quiconque à trouver un piège qui est plus performant à ça. Il n'y a rien qui est meilleur sur le marché. On les a tous essayés. Et ça, c'est un piège qui est vraiment excellent et qui, surtout, qui dure. Moi, ça m'écarte d'acheter quelque chose puis que ça dure une saison, puis on le jette. Là. Moi, ça, c'est... Mais c'est quoi exactement? L'idée, c'est que c'est une plaquette en plexiglas qui dure... On a eu 8 ans dans le verger, puis ça dure. Alors, on met une colle, la colle qui est le Tree Tanglefoot, puis la mouche est tellement intelligente que quand elle s'en vient vers l'arbre parce qu'elle sent la pomme, là, elle change d'un mode olfactif à un mode visuel. Ouh, regarde la grosse pomme rouge! Elle atterrit. Ah, c'est de valeur. La mouche est là. Ouais. Elle a atterri. Elle pensait que... Ouais, c'est ça. Elle pensait que... Et on en met un par trio, puis ça fonctionne bien. La même chose, j'ai été voir un vieux pommiculteur bio en Ontario.
M. Phil Singer. Puis lui, il avait des cannes de café qui mettaient un produit tellement toxique. J'ai dit, waouh, je ne sais pas si je voudrais mettre ça dans le verger. De la mélasse puis de l'eau. Ça semble dangereux. Mélasse puis de l'eau. J'ai dit, voyons donc, ça marche. Essaye de trouver de la carpocap. On a fait le tour, puis j'ai dit, c'est juste ça que tu dis. Oui. Des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est juste de le faire. Alors, on a cherché pendant plusieurs années de trouver le contenant idéal, puis drôlement, si je vais chez mon garagiste, il m'en donne 200 comme ça, si je demande. Alors, on les renverse pendant 2 jours, ils se vident au complet, on fait quelques trous, puis on met de la mélasse et de l'eau, 1 pour 1. Et le Carpocaps, lui, il sent l'odeur de la mélasse qui commence à fermenter, il rentre dedans, puis il se noie. Il ne sent pas l'huile. Non, l'huile est vraiment partie. Après 2 jours, là, l'huile se draine complètement. Ça marche. Là, on a moins que 3% de dommages, qui est le niveau commercial. Alors, ça a-tu besoin d'être plus compliqué que ça? Non. Et les contenants peuvent être noirs, peuvent être gris, peuvent être or. C'est pas grave. Ils fonctionnent. À quel moment de la saison tu les mets? Ceux-là pour la Saint-Jean, parce qu'ils vont commencer à la fin du mois de juin, donc on veut les avoir prêts autour de la Saint-Jean. Ceux-là, on les met juste après la floraison. Des bains d'oiseaux. Bains d'oiseaux? Oui, des bains d'oiseaux. C'est utile. Régime de thon. C'est simple. Semaine 1, la moitié d'une rangée. Semaine 2, semaine 3. Toujours des demi-rangées. Semaine 4, 5, 6. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semaine 4, 5, 6, ce qui arrive, c'est que l'herbe commence à pousser plus haut et il y a des plantes qui commencent à fleurir. Ces fleurs-là sont super attrayants pour les insectes. Et qu'est-ce que vous pensez dans la semaine 5, si ici il y a beaucoup de fleurs, puis il y a un insecte qui est en train de manger le nectar, s'abreuver de nectar. D'habitude, ça c'est pour leur énergie, parce que le nectar c'est du sucre. Le sucre c'est du carbone, le carbone c'est de l'énergie. Après qu'il ait bien mangé, où est-ce que vous pensez qu'il va aller à la chasse? Dans le pommier. Hein, ils n'ont pas loin à aller. Alors, c'est simple. Quand je fais passer en Nouvelle-Zélande, j'ai parlé à des gens qui faisaient du kiwi. Puis c'était ça pour eux que c'était la chose la plus simple à adopter de notre modèle pour eux. J'ai dit, regardez, on a fait le tour dans un verger de kiwi. Le verger de kiwi, c'est assez impressionnant, là. On marche comme ça, puis on a un plafond de kiwi juste au-dessus de la tête. Puis là, on passait là-dedans, puis j'ai dit, mais regarde, où est-ce qu'ils sont les insectes? Tu as quelques plantes au pied des vignes qui n'ont pas été tondues. Tous les insectes sont là. J'ai dit, ben, imagine si tu faisais juste étendre cette bande-là, là, tu aurais 100 fois plus d'insectes prédateurs dans ton verger. OK, c'est ça. Ça va être super facile. On peut commencer ça aujourd'hui. On va juste, au lieu de tondre tout le verger, on tond à semaine alternée. Pulvérisé au lactosérum, on en fait encore. Vous voyez, ça a l'air, commence à avoir l'air d'une jeune. C'est un peu ça le constat. C'est jeûne pas mal à cette heure. Ajouter des mangeoires d'oiseaux. Ça, c'est un contrôle d'insectes à peu près le plus économique. Ça me coûte 50-60 $ par hiver. Puis, presque tous les cocons ou les larves qui hivernent dans le verger, ils sont retrouvés et ils sont mangés. Parce que les oiseaux, ils cherchent à cacher des graines de tournesol, puis pendant qu'ils cherchent des graines, ils trouvent les larves. Ajouter des nichoirs, facile à faire, différentes grandeurs. Quelqu'un connaît la règle 80-20? Principe Pareto? Non? 80% de l'espace ou 80% de n'importe quoi donne 20% des résultats. Donc, 80% de l'espace va vous prendre 20% de votre temps d'entretien.
mais 20% de l'espace va prendre 80% de votre temps d'entretien. Donc, quand vous cherchez à faire l'entretien, cherchez ça. Quels sont les espaces qui prennent beaucoup de votre temps? Puis, changez-les, éliminez-les. Faites quelque chose parce que vous êtes en train de passer beaucoup de temps avec dans très peu d'espace. L'entretien, c'est surtout les bordures. Toujours ça qui va vous prendre le plus de temps. Donc, travaillez avec les alliés, expérimentez, connaissez votre ennemi, la règle du 80-20, l'entretien, c'est les bordures.